de mildiou qui est pas local. Mais bon, le mildiou champignon, ça reste un organisme primitif. Ouais. Donc les mutations spontanées, ça y va quoi. C'est ça qui leur fait peur. Mais sorti de là, on va comment dire, importer tout un tas de choses. Parce que les plants de patates que tu achètes, alors ils sont arrivés comment? Alors une graine Alors, ça on pourra... Oui, normalement la pomme de terre c'est une plante à fleurs qui produit des graines. Voilà. Sauf que la pomme de terre, elle a 52... Oui, c'est 52 chromosomes si je ne me trompe pas. Ou 52 paires. Nous on est à combien? 36? Non. La pomme de terre, elle a plus de chromosomes que nous. Donc, mais les généticiens ont été très forts, parce que ça voudrait dire que la pomme de terre est plus évoluée que nous, puisqu'elle a plus de chromosomes. C'est possible. L'orge en a bien plus que ça. Et donc les généticiens ont inventé ça, ils ont inventé un terme, ils ont dit que les plantes, elles avaient des chromosomes poubelles, où ils stockent tous les gènes qu'ils ont essayé, mais qui leur a rien donné, quoi. D'accord. Ah oui, c'était pour encore montrer que l'homme était supérieur à la plante, quoi. Mais du coup, dans cette diversité de chromosomes, il y a une mutation chez la pomme de terre qui peut être phénoménale. C'est-à-dire qu'on va semer les graines de pommes de terre, mais si j'ai qu'une variété de pommes de terre qui arrive à graines, je peux obtenir 10, au minimum 10 variétés différentes. Et en fait, les semenciers, c'est comme ça qu'ils créent les nouvelles variétés. Ils semaient des graines. Donc on sème les graines de pommes de terre au mois de février, comme la tomate. On plante, on va récolter les plants, et l'année d'après, on va pouvoir sélectionner les pieds, alors productifs, résistants au mildiou, tolérants à la sécheresse, etc. En se passant de la canne à sucre. 91 sur un modèle 6, diaporama sur les alternatives aux pesticides. Voilà. Ça te va? Oui, oui, ça me va, ça me va. Appuie sur quoi? N'importe. Ça là. Bon, le titre, hein, pesticide out, parce que voilà. J'aurais dit, c'est comme le festival d'Avignon, il y a le in et le out. Bon, le in, on n'en veut pas, nous on est plus dans le out. Et ce qui est de l'orientation générale. Et on a toujours le choix. Bon, ça c'est une expression que j'aime beaucoup parce que on a toujours le choix. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le choix. Il y a des choix très désagréables à faire. Il y en a qui sont plus agréables, mais on a toujours le choix. Oui, moi aussi, de temps en temps, je dis j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Mais c'est faux. Moi, je suis comme tout le monde, des fois, je mens. Des fois? Ouais. Donc là, je vais vous présenter un peu des alternatives aux pesticides. Parce que, bon, là, c'est une plantation de fraises sur bâche plastique. Moi, j'ai eu près de chez moi un paysan qui faisait du pois. Donc, qui traitait, alors je ne sais plus avec quel insecticide sur les pois, mais il me dit, je viens de traiter mes champs. Il faut éviter que ton chien il aille courir dans les champs, quoi. Voilà. Donc, ça peut aller jusque-là, quoi. Alors imaginez un champ comme ça, à côté d'une école, à côté d'une maison de retraite, à côté d'un lotissement. Bonjour l'ambiance. Donc pour moi, il y a deux axes de réflexion. Donc il faut déjà réfléchir. Donc pour moi, le premier outil du jardinier, c'est pas la bêche, c'est pas la pioche, c'est le fauteuil. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour pouvoir être efficace. Ça, c'est une des premières phases. Et la deuxième phase, eh ben, c'est de s'informer. Voilà, j'ai repris cette image du beau jardin du paresseux parce que je l'ai acheté il y a 15 ans et je trouve ça très représentatif. Le jardin au naturel, donc il y a tout un tas de bouquins sur le jardinage au naturel, donc ça, il y a des vidéos maintenant. Il y a des vidéos, alors sur les vidéos sur YouTube, il y a tout, il y a de tout, du bien, un peu du n'importe quoi. Même moi, quand je mettrai les miennes de vidéos, des fois il y aura du bien, des fois il y aura du n'importe quoi. Il faut aussi rester modeste. Donc la réflexion pour les alternatives aux pesticides, elle part de réflexions philosophiques, de gens très croyants, très spirituels,
Donc à droite sur la photo, c'est le japonais Fukuoka qui faisait de la culture sans labour au Japon, qui avait une collection de riz très importante, qui a été saisie il y a quelques années par les militaires. Oui, parce que ça ne se fait pas d'avoir des variétés productives de riz voilà, qui ne demandaient rien. Donc, je vais pas m'étendre sur sa méthode, il enveloppe les graines, enfin mais juste l'anecdote, il enveloppe les graines d'argile, puis après il les balance sur les terrains, il les balance dans les rizières et ça pousse. Et puis, bon, donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde, c'est simplement pour rappeler que j'ai pas grand chose à faire. En tant que maraîcher, en tant que producteur, en tant que jardinier, on n'a pas grand chose à faire, la nature fait tout. Voilà, donc si on sait où mettre le levier, elle fait tout pour nous. Alors on doit réfléchir, ça c'est vraiment les deux grands axes, avant l'apparition des problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour ne pas provoquer un problème. Là, dans les deux cas, c'est de la fertilisation, c'est un engrais, donc il faut que je réfléchisse à ce que je mets comme engrais. Là, on voit qu'il met un engrais sur un terrain, j'aurais presque envie de dire qu'il est nu. Donc, il n'y a pas de lézard. Vous avez un terrain nu, la nature, elle a horreur du vide. La nature, elle ne sait pas ce que c'est que le vide, donc forcément, elle va chercher à combler. Il faut savoir qu'un terrain nu, c'est un terrain, globalement, c'est l'apparition de la vie sur Terre, presque. C'est un terrain qui a 4 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, les sols étaient nus. La végétation a commencé, enfin les êtres vivants ont commencé à se développer. Et au bout de 3 milliards d'années, et ça c'était des bactéries qui se développaient en absence d'oxygène. Au bout de 3 milliards d'années, sont apparues les premières bactéries qui consommaient de l'oxygène, qui vivent à la surface. Et les autres vivent maintenant dans le sous-sol. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait, si on laisse un sol nu, etc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Alors à droite, donc il y a une photo d'un sureau avec des pucerons. Donc j'ai des pucerons, qu'est-ce que je vais faire? Donc une fois qu'on constate qu'il y a un dysfonctionnement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais agir? Finalement, je me suis rendu compte après que la photo du maïs était importante, parce que c'est de la Véronique de Perse, c'est une petite fleur bleue. Qui pousse dans les jardins, c'est une toute petite fleur bleue et blanche. Et donc là, j'ai un tapis de Véronique. Mais du coup, le sol, il est plus nu. Donc j'ai plus d'herbe qui va pousser. Donc qu'est-ce que je vais faire pour favoriser le maïs? Alors j'aurai tout un tas d'options, mais là, je pourrais aussi choisir de biner juste le rang du maïs et de laisser pousser la Véronique qui va couvrir le terrain. Une des meilleures options, c'est de biner le maïs très rapidement pour l'obliger à faire des racines profondes qui vont aller dans le sol, chercher l'humidité en profondeur. Et du coup, qu'il y ait de la Véronique à côté de lui ou pas, il va s'en taper. Alors, donc j'évite d'utiliser le terme de mauvaise herbe. Parce que les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Dans le pire des cas, c'est des plantes qui poussent là où on n'a pas envie qu'elles poussent. Mais le sol, il sait bien pourquoi il va les faire pousser. Et en bas à gauche, c'est du kénopode blanc. Et le kénopode, c'est ce qui était cultivé avant l'épinard. On en a retrouvé dans des sites pas préhistoriques. C'est la graine d'ortie, ça doit être un peu plus tard quand même. Mais c'était consommé avant l'épinard, sauf qu'il a un gros défaut, le kénopode. Dès qu'il fait chaud, il monte à graines, puis il est moins tendre. En haut à droite, c'est de l'amarante. Ça doit être de... je ne sais plus laquelle, la verte. L'amarante, plante très riche en protéines, qu'on peut manger en épinard. Et avec ces deux plantes-là, kénopode, amarante, vous avez l'avantage de l'épinard, c'est même plus doux que l'épinard, et vous n'avez pas l'inconvénient de l'épinard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acide oxalique dedans, qui est un produit qui n'est pas bon pour les reins, qui est nuisible aux reins. Et en bas, je suis en train de me mélanger les noms, enfin au milieu,
c'est le laitron, l'ancêtre de la laitue. C'est ce qu'on mangeait avant de connaître la laitue dans sa forme actuelle. Alors, pourquoi il faut faire de la prévention? Eh bien tout simplement, si vous ne voulez pas vous retrouver à quatre pattes dans un champ comme ça, désherbé, il faut chercher d'autres solutions. Et la prévention, un beau pissenlit en fleurs, là, ça doit être du mouron blanc. Du mouron blanc au milieu de betterave rouge. Et là, c'est le kénopode qui a graines. Donc toutes ces plantes à fleurs, finalement, c'est pas le pissenlit, entre guillemets, qui est notre adversaire, c'est pas le mouron blanc, puisqu'il se mange aussi en salade, c'est pas le kénopode. Notre adversaire qu'on doit chercher à contenir, c'est les graines que vont produire ces plantes-là. Un pissenlit au milieu d'une plantation de salade ne me gêne pas. Un, je peux le manger. Deux, si j'ai des lapins, ils peuvent le manger. Trois, si j'ai des poules, ils peuvent le manger. En plus, avec la racine du pissenlit, vous pouvez faire un ersatz de café. Vous récoltez la racine, vous la nettoyez, vous torréfiez et vous mélangez ça, vous faites un café. Bon, ça rappelle le goût du café, il ne faut pas non plus... Voilà. La récolte, donc quand vous récoltez vos adventices, vous pouvez faire comme Josiane Goepfer du potager d'une curieuse, c'est les manger. Une fois que vous savez ce que vous pouvez manger dans votre jardin, vous venez plus enlever des adventices, vous venez récolter votre nourriture. Donc vos jardins, ils produisent une première fois, parce que vous allez désherber. Alors, vous avez le pourpier, vous avez donc le laitron, l'amarante, le kénopode, le mouron blanc. Donc il y a une bonne partie de l'oseille, du rumex faux oseille plutôt, que vous allez pouvoir consommer. Donc finalement, votre jardin, il produit déjà une première fois. Alors, voilà, ce qu'on peut faire, c'est biner. Si on laisse le terrain nu, on bine. Ça, c'est ce que... à la main. Si on aime les chevaux, qu'on a un plus grand jardin, eh ben, on va biner avec un cheval. Alors là, on va biner, c'est une cresse, c'est comme des doigts. C'est après le tracteur, ça c'est pour les maraîchers. Et ça permet d'enlever, de désolidariser du sol les plantules des mauvaises herbes. Ça c'est le binage à l'échelle du maraîcher. Après, ça c'est un binage très professionnel. Mais quelque part, ça laisse votre sol nu. Alors, pour éviter les herbes, on peut pailler, paillage plastique. Mais le paillage plastique, c'est du pétrole. Dans un jardin où il y a du campagnol, là, mettez des betteraves, des rutabagas, des choses très appétantes pour les campagnols. Là, vous leur offrez le gîte et le couvert. Parce que là, si j'ai des campagnols sous une planche comme ça, ils vous font toute la planche. Alors les betteraves, c'est aussi spectaculaire que les poireaux. Tout à l'heure j'expliquais les poireaux dans le jardin. Le campagnol, il est malin, parce que le campagnol, il mange la même chose que nous chez le poireau. Le poireau, vous le voyez descendre dans la galerie du campagnol. Hein, il commence par les racines, le pied, puis il tire le poireau vers le bas. Et quand il arrive au feuillage qui est vert, qui est un peu plus raide, ben, il arrête, il passe au poisson suivant. C'est-à-dire que l'épluchure que vous jetez, lui, il la jette aussi. Après, vous avez le paillage végétal. Alors ça peut être du chanvre. Le lin, je le conseillerais moins parce que le lin, c'est une culture qui, dans beaucoup d'endroits, qui utilise encore des produits chimiques. Donc pailler naturellement avec un produit sur lequel sont fixés beaucoup de polluants, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et suivant les régions, bah voilà, vous êtes dans la région de Grenoble ou près d'une fabrique de noix, et ben vous avez des coquilles de noix. Ça fait un excellent paillage. En Afrique, on peut pailler avec le chocolat, les cosses des fèves de chocolat. Très intéressant parce que
elle possède un mucilage. Et du coup, vous faites votre paillage, il pleut, ça vous fait quelque chose qui se tient. Et qu'empêche les plantes de pousser. Mais là j'en ai parlé pour le plastique, mais chaque technique va avoir son inconvénient. Si je paille avec un plastique, ah non, j'en parlerai après, avec les coins, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc je peux avoir aussi du désherbage thermique. Mais le désherbage thermique, son problème, c'est de consommer un hydrocarbure. Voilà. Ça, c'est à petite échelle, mais ça marche très bien. Et quand vous faites du désherbage thermique, il faut savoir que vous ne devez pas brûler la plante. Vous ne devez pas brûler la plante. Vous devez simplement amener à l'état de vapeur l'eau qui se trouve dans les vacuoles, dans les cellules de la plante. L'eau dans la plante, elle est contenue principalement dans des petits organites qu'on appelle les vacuoles. Et quand vous passez la flamme, il y a une dilatation de cette vacuole, du coup une dilatation de la cellule, et la cellule éclate et elle meurt. Donc, quand vous cramez la plante, là on voit à peine près des dalles, c'est légèrement noir, il a trop insisté avec la flamme. Il a trop insisté, il gaspille du carburant. Et le thermique aussi, c'est efficace que sur les annuelles. Tout ce qui va être vivace, vous allez brûler ce qui est en surface, mais vous ne toucherez jamais à la racine. Jamais. Donc si vous voulez utiliser du thermique, il faut le faire. Alors, il ne faut pas le faire quand il y a du vent, il ne faut pas le faire quand il y a de la pluie. Pas de rosée, il ne faut pas le faire à la rosée. Donc il y a des contraintes aussi. Mais on peut le faire. Alors voilà, c'est un agriculteur qui va faire par exemple un semis de... Il va faire quoi là? Éventuellement du soja. C'est-à-dire qu'il sème, il brûle au moment où il travaille le sol. Il y a des agriculteurs en Allemagne, j'avais vu ça, un agriculteur, lui il labourait, il travaillait le sol la nuit. Parce que c'est la lumière du jour qui lève la dormance des graines. Donc quand vous labourez, les graines, elles ne restent pas forcément... Il n'y a pas besoin qu'elles restent 5 minutes à la lumière. Juste le fait de retourner la terre, les graines sont passées à la lumière, elles germent. Donc en labourant, en travaillant le sol des nuits noires, on a beaucoup moins d'herbes dans son jardin. La lumière de la lune, ça fait... La pleine lune, ça peut faire. Ah. Ça peut faire aussi. Donc il faut choisir, c'est très technique. C'est très technique. Et ça, c'est l'autre possibilité du désherbage thermique. Donc les oignons supportent assez bien, on voit mal sur la photo, mais en fait c'est des cônes. Et la flamme, elle est au milieu de ces cônes, comme ça. Là, de chaque côté du cône, j'ai les oignons. Et du coup, on brûle entre les rangées d'oignons. Alors, on peut être pour, on peut être contre. J'aurais envie de dire que l'intérêt d'un désherbage thermique comme ça, c'est une année comme on a là, où il pleut un peu trop. Du coup, vous ne pouvez pas biner, vous êtes obligé de faire du désherbage thermique. Alors au jardin, vous pouvez... faut toujours, même si vous n'avez qu'un jardin, il faut toujours aller voir ce qui se fait en grande culture. Pour essayer, finalement, après, d'adapter ce que vous avez sous la main pour copier ce qu'ils font. Il suffit de mettre, à gauche, c'est un brûleur thermique manuel. Il suffit de mettre un petit caisson, puis vous passez votre petit caisson sur votre sol. Comme il le fait au milieu, vous pouvez désherber dans les cultures. Ou comme pour les cônes, dans les oignons. C'est une question de bricolage. Les outils, quand ils n'existent pas, il faut les inventer. Alors, il y a des pesticides bio. En voyant, je cherchais une photo de pesticides bio, donc un désherbant bio. Là, c'est du vinaigre, un sel, alors il faut que j'aille voir ce que c'est. Et puis, je ne sais plus ce que c'est l'autre. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne peux pas vous dire. Liquide vaisselle. Liquide vaisselle. Voilà, après, il y a l'eau de cuisson des patates qui agirait comme un désherbant. Tous les féculents. Voilà, donc... Après, vous pouvez utiliser, mais ça, c'est pas bon pour le sol, une saumure, salée simplement.
vous avez une cour enherbée, vous appliquez une saumure salée à 11 h du matin en plein soleil, vos plantes elles sont cramées, quoi. Parce que le sel va pomper toute l'eau qui est dans la plante. Alors là, c'est de l'huile essentielle, donc il y a des huiles essentielles, ça doit être le géranium. Il me semble que c'est le géranium qui est un antigerminatif. La menthe aussi, non? Possible, hein, moi j'ai pas tout en tête, mais je sais que ça se fait. Sauf qu'il faut savoir que pour faire un petit flacon comme ça d'huile essentielle, il faut un volume de végétation énorme. Donc, on peut l'utiliser, il faut savoir que ça se fait. Mais encore une fois, si on applique cette méthode-là en l'ensemble de ce qui est cultivé, on ne peut pas. On ne peut pas vouloir appliquer cette méthode-là. Mais à l'échelle d'un jardin, pour quelques cultures particulières, pourquoi pas. Et puis on commence à sortir des désherbants, Neudorf l'a fait, donc c'est de l'acide pélargonique et puis je sais plus quoi, donc des acides qui vont cramer les plantes. Bon, qui n'ont pas l'efficacité des autres des désherbants de synthèse, mais qui est quand même efficace. Et en fait, le premier désherbant qui a été testé, c'est une hormone de croissance. C'est l'acide indolacétique. Et en fait, les chimistes, ils ont fait que partir de cette molécule pour créer toutes les autres, tous les autres désherbants, quoi. Bah, une hormone de croissance à haute dose, c'est comme l'oxygène à haute dose. L'oxygène à haute dose, ça tue tous les organismes vivants. Et ben, une hormone de croissance à haute dose, et ben, ça tue une plante. Là, on va voir un peu les ravageurs, puisqu'on parlait de limaces et de campagnols, ou rats-aux-pieds. Et... Enfin, non, j'ai pas un scoop, j'ai appris ça ce matin. Donc, pour la limace, on verra ce qu'on peut mettre d'autre. Donc on peut faire intervenir des prédateurs, le chat. Là, c'est une couleuvre à collier. Alors la couleuvre à collier, c'est vrai, elle va manger plutôt des animaux aquatiques, mais elle peut manger aussi des petits rongeurs. Donc pour moi, un serpent, ça a toute son utilité. On peut installer des gîtes et des abris à reptiles. Et puis un petit hérisson. Donc si faites des abris à hérissons, qui vont consommer les limaces et les escargots. Bon, après... le chat a un inconvénient, hein, quand même, il mange les campagnols, mais il mange les oiseaux. Le hérisson, il va manger les limaces, les escargots, mais il va aussi manger les carabes. Les musaraignes. Il va manger les musaraignes, alors elles vont manger des insectes, mais voilà, chaque prédateur a aussi son problème. Hein. La couleuvre, je vous disais, mange des grenouilles. Voilà. Et le dernier, bah, c'est le canard. De prédateurs qu'on peut utiliser. Alors ça, c'est un canard de Barbarie, parce qu'il est assez plat. Il me semble bien, oui, c'est un Barbarie blanc. Et le problème du Barbarie, lui, c'est qu'il aime aussi la salade. Donc il y a un problème. La limace aime la salade, le Barbarie aime la salade, et nous, on aime la salade. La chèvre. Voilà, hein, comment je fais. La salade. Bon, il y a des espèces de canards, des races de canards, qui préfèrent la limace à la salade. C'est le coureur indien. Ils sont debout comme ça. Le kaki. Le problème du coureur indien, c'est qu'il est moins sociable que le kaki. Mais le problème de ces canards-là, qui sont plutôt carnivores qu'herbivores, quand il n'y a plus de proie, ils vont commencer à s'attaquer aux végétaux. Ah ouais. Mais si j'ai plus assez de limaces, ils vont s'attaquer à d'autres proies. Ils vont manger des carabes. J'ai vu moi les coureurs indiens. J'en ai vu une femelle qui remontait avec 4 pattes qui sortaient du bec. Et une grenouille dans le bec. Donc voilà, c'est... Même le bio, c'est bien, mais... Voilà, c'est une question d'équilibre. Hein. Donc,
comment je vais pouvoir traiter tout ça? Eh ben, pour le campagnol, je vais travailler le sol, ou pour les larves de hanneton, c'est pareil. Il y a quelques années, donc ça date des... ça fait 30 ans, du côté de l'hôpital du Grosbois, il y avait des prairies qui étaient ravagées par les larves de hanneton, même des vers blancs. Et ben, c'était cultiver les parcelles régulièrement. Parce que le hanneton, il vient pondre et la larve, elle reste plusieurs années dans le terrain. Donc il suffit de venir labourer des parcelles. Tout, ça, alors, on ne va pas les éradiquer totalement, mais en labourant régulièrement des parcelles, des terrains, on élimine une partie des hannetons. Et les campagnols, ils n'aiment pas que leurs galeries soient dérangées. Donc, faut travailler le terrain. Et le campagnol est aussi un paresseux, c'est-à-dire que si vous avez des taupes, très intéressant la taupe, elle va manger des vers blancs, c'est bien, elle élimine mes vers blancs, sauf qu'elle fait des galeries. Donc elle fait la voirie pour le campagnol. C'est-à-dire que si sur un secteur, vous avez de la taupe, vous avez un champ qui est là à droite avec plein de campagnols, ben, le campagnol, il prend l'autoroute et il va au magasin, puis il fait ses courses et il revient, quoi. Voilà, donc la taupe c'est bien, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors on peut piéger, ça c'est pour le campagnol. C'est deux types de pièges, alors ce Super 4, hein, je fais pas de pub, je touche rien dessus. Mais il y a aussi Top 4 qui coûte beaucoup plus cher. Mais le Super 4 comme le Top 4, ça peut tuer malgré tout des taupes. Ça peut arriver. Celui de droite, c'est un piège à campagnol, mais ça marche comme les tapettes à rats. On accroche une carotte, et le campagnol il vient manger la carotte, et puis il se trouve coincé. Et pour les limaces, eh ben, il y a les pièges à bière. Sauf que ça marche bien pour les limaces, mais ça marche aussi pour les hérissons. Le hérisson aime bien la bière. Donc voilà. Je mets de la bière pour éliminer les limaces, mais j'arrive à éliminer les hérissons qui mangent les limaces. Donc, si on met des pièges à bière, il faut mettre des pièges où les hérissons n'ont pas accès. Pas dans un simple bol, pas dans une simple coupelle. Ça, c'est un piège à limaces qui est tout fin. Moi, les pièges... Salut, Baba! Moi, la bière, je la mets dans des canettes. Ah oui. Les canettes, hein, le hérisson, il ne rentre pas dedans. Voilà. Et surtout, quand si vous piégez avec la bière, ne videz pas votre bière régulièrement. N'enlevez pas les cadavres. S'il n'y a plus de liquide, remettez de la bière. Parce que les cadavres de limaces attirent les limaces. Ça les repousse pas. Quoi? Ça les repousse pas? Non. Non, tant qu'ils ne sont pas en état de putréfaction, ça ne les repousse pas. Donc ils viennent manger les cadavres des limaces. C'est un truc qui pourrit, c'est bon pour eux. Elles ont leur rôle, les limaces. Elles ont leur rôle dans le jardin. Donc là, je sais que ça fait toujours rire les gens, mais il y a une méthode qui marche, qui demande un peu de travail. Voilà, ça c'est l'apprenti. En fait, l'appât, c'est la crotte du chien. Il n'y a pas, vous avez un chien, ben, vous allez à la fraîche, le matin ou le soir, vous allez voir les crottes de chien qu'il y a dans le jardin, ben, vous récoltez les limaces. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir un chien, mais si vous avez un chien, ne vous obstinez pas systématiquement à enlever les crottes du chien. Parce que ça vous permet d'avoir accès directement aux limaces. Alors soit vous les prenez, vous les balancez chez le voisin que vous n'aimez pas, soit vous les ramenez, vous les donnez à vos canards ou à vos poules, soit vous pouvez encore fabriquer du purin de limaces. C'est-à-dire qu'on va mettre les limaces dans un récipient dont elles ne vont pas pouvoir sortir, elles vont mourir, elles vont se décomposer, et avec ça vous allez pouvoir arroser les plantes enfin autour du jardin, etc. Et ça va être un répulsif à limaces. Mais n'allez pas arroser. Alors moi je l'ai fait, je le fais plus parce que
Chaque fois que je trouve une meilleure solution qui me demande moins de travail, je le fais. Mais si vous le faites, n'arrosez pas les salades que vous allez consommer. Parce que c'est hautement toxique. Parce que c'est de la chair animale qui rentre en putréfaction. Et ça, c'est des toxines. C'est mortel, quoi. Donc vous allez avec ça, vous allez... Ah, c'est sûr, les limaces, elles vous feront plus vos belles salades, mais vous, peut-être plus non plus, quoi. Voilà, alors il y a des pesticides bio. Bah oui, le café. En fait, les chercheurs d'Hawaï se sont rendus compte que la caféine était un neurotoxique pour la limace. Donc une solution de caféine à 2%, oui, c'est-à-dire un peu plus que le café vert, pas le café vert, le Robusta, tue 80% des limaces en 24 heures. Hein, c'est assez impressionnant. Donc le mieux, ça serait de prendre du café vert, mais on n'en trouve pas chez nous. Donc on se rabat sur le Robusta, qui est le plus riche en caféine. On leur paye un petit café, mais pour pas que ça nous coûte trop cher, on peut diluer à 20% le café avec une solution d'eau qui contient de la saponine. La saponine, alors soit avec des noix de lavage, soit avec de la saponaire ou enfin d'autres plantes qui contiennent de la saponine. Et l'intérêt de mettre de la saponine, c'est que ça améliore l'accroche de la caféine sur les plantes. Là, ça va agir en répulsif. C'est-à-dire que les limaces, elles ne vont pas venir sur les plantes qui sentent le café. Mais quand vous pulvérisez et qu'il y a des limaces en dessous, la saponine, c'est agressif pour la peau de la limace. Donc, le café va la tuer. La saponine va permettre au café de pénétrer encore plus vite dans la peau de la limace. Donc, on accélère le phénomène. Mais ça reste un pesticide bien. Si on prend l'étymologie du mot pesticide, le café est un pesticide, mais bio. La bière, ouais, j'ai bien aimé ça. Mais voilà, pour les limaces, ne leur payez pas une bonne bière. Hein. Les bonnes bières, vous les gardez pour vos amis. Et puis, vous prenez de la bière pas chère. Hein. Faut pas non plus déconner, quoi. Ou alors c'est que vous êtes fabricant de bière, puis vous en foutez, vous en avez des hectolitres. Et la puis, bière, c'est-à-dire que tu fais un piège, quoi. Ouais, un piège à bière. Ouais, je leur payez pas une chope comme ça. Ouais. Hein, faut pas. Et puis il y a le ferramol qui circule beaucoup, puisque c'est mieux que le métaldéhyde. Ouais. Mais il faut juste se rappeler que c'est efficace, ça ne fait pas crever les hérissons à faible dose. Sauf que le ferramol, c'est un orthophosphate de fer. C'est-à-dire que ça reste dans la famille des organochlorés, comme beaucoup de pesticides de synthèse. Donc vous pouvez en utiliser, mais voilà, on joue avec le feu, quoi. On joue avec le feu quelque part. Alors des autres problèmes qu'on peut rencontrer, hein, les pucerons. Donc là j'ai repris mon image du sureau. Les vers blancs, dont j'ai déjà parlé. Et les dorifores. Ça, là j'ai le trio d'insectes qui gonflent les jardiniers au possible, quoi. Alors quand c'est pas les vers blancs, c'est les chenilles. Hein. Ouais. Voilà. Alors, les vers blancs, ça, dès que je vais voir un ver blanc, je vais vouloir tout tuer. Sauf que le ver blanc, bah, c'est la larve du hanneton. Ouais. Mais c'est aussi la larve du cétoine doré, qui est un animal dont les adultes se nourrissent que de pollen. Oui, il bouffe le dessus des fleurs, ça c'est vrai que c'est un problème. Mais ça n'a rien à voir avec le hanneton. Ou alors, la plus grosse taille, les gros vers blancs, c'est les lucanes. C'est des gros vers blancs qui sont grands comme ça. Mais dans le compost, c'est souvent le hanneton. Hein. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire C'est le cétoine ou la lucane. Parce qu'ils vivent sur du bois pourri. Ils se nourrissent de bois pourri. Et dans le compost, si on met du bois, si on met des bouts de branches, si on met des trognons de choux, des choses comme ça, c'est ceux-là qu'on va favoriser. La larve de hanneton, elle vit dans la terre. Elle mange les racines. Moi j'en ai souvent dans mon compost. Et ben c'est pas des vers blancs. Mais je les tue pas, je les remets dans le compost. Ouais. J'étrie quand même. Parce que les cétoines viennent pondre dans la matière organique qui se décompose.
Ah ouais. Mais pas le hanneton. Lui, il vient pondre. Parce que la larve du hanneton, elle mange les racines. D'accord. Ah ouais. Ah bah tu vois, je savais pas ça. Bon, après, je sais qu'il y a une différence, alors, de comportement au niveau de la larve du cétoine, mais j'arrive pas à me la mettre dans la tête. Donc, mais vous la trouverez sur Internet. Alors, les prédateurs, bah, la larve de coccinelle. Quand vous avez ça sur une plante, vous avez tout bon. Alors, le cirfe, hein, c'est ces petites guêpes qui font quasiment du surplace. Qui se nourrissent de pollen, mais dont la larve se nourrit de pucerons. Alors les cirques, vous en avez beaucoup sous les résineux, justement, au moment du... Non, il se nourrit de pollen, non, de nectar le cirque. Ouais. Et du coup, sous les résineux, quand il y a des pucerons, elle va venir chercher le miel du puceron. Bah, le puceron, il vient sucer la sève des plantes pour les protéines, mais tout ce qui est substance sucrée, il le rejette. Et c'est ce que viennent chercher les abeilles aussi sur le sapin. Ce qui me fait dire que, ça c'est pour faire rire, que le miel de sapin, c'est du dégueulis d'abeilles fait avec du caca de puceron. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est... Mais c'est une réalité physique, hein. L'abeille, elle avale, elle régurgite. Donc ça approche le dégueulis. Et puis ça, enfin ça c'en est un autre, c'est la chrysope. J'ai pas voulu tous les mettre, mais bon, c'est très joli. Mais il y a une multitude d'insectes qui vient s'attaquer au puceron. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire dans le jardin, c'est arriver à un équilibre naturel. La mésange, ça va être pour les chenilles, pour les grosses larves. J'aurais pu remettre aussi à nouveau la photo du sureau avec les pucerons, parce que si on veut favoriser les prédateurs, ils vont se déplacer de site en site. Si on veut favoriser que les prédateurs soient là au moment où les parasites arrivent, où sont là se développent, il faut que les prédateurs se développent bien avant. On avait des dégâts, je vous ai parlé du hanneton ou du campagnol. Le campagnol, on s'était rendu compte à une époque qu'on avait des pics tous les 4 ans, hein, des pics de population. Et bien le prédateur, on avait quasiment un décalage d'1 an, 1 an et demi. C'est-à-dire que quand il commençait à y avoir beaucoup de campagnols, vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'il y avait d'énormes dégâts, à ce moment-là, il y avait beaucoup de prédateurs. Et à ce moment-là, pour tout un tas d'autres raisons aussi, la chute de la population des campagnols chute, et du coup, après, les prédateurs, ils vont dans l'os. Donc si vous attendez qu'il y ait du puceron sur les plantes qui vous intéressent chez vous, alors, du cerisier, du rosier, du haricot de la fève, c'est déjà trop tard. Alors que si vous laissez du sureau, des orties, où les pucerons peuvent se développer, du coup, où le cirfe, ou la chrysope, où la coccinelle peut venir se nourrir et que leurs larves se développent, vous gagnez du temps. Donc, il faut chercher à mettre, même dans le plus petit jardin, il faut chercher à mettre en place cet équilibre naturel. Quitte à avoir, je ne sais pas, moi, un rosier dont vous foutez royalement, et laisser les pucerons dessus pour que les coccinelles puissent arriver. La taupe, la taupe, elle va se développer s'il y a beaucoup de lombriques ou beaucoup de vers blancs. Mais j'ai aimé la photo parce qu'on avait l'impression d'avoir une taupe qui n'était pas contente, quoi. Voilà, qui rouspétait. Et c'est à ça qu'on voit aussi la différence entre un campagnol et une taupe au niveau d'une taupinière. C'est que la taupe, elle déteste la lumière du jour. Donc vous enlevez la taupinière, vous mettez la galerie à nu. Si c'est la taupe, hein, je crois qu'il... Non, si c'est par bouchée, je sais plus. Ah bah oui, encore un truc que je sais pas. Donc ça, il faut vérifier. La taupe, elle déteste la lumière, donc elle va fuir la lumière. Oui, ça doit être ça. Et le campagnol, lui, il va chercher. Il n'aime pas non plus l'air frais qui va arriver, donc il va venir rebourrer pour fermer la galerie.
Donc après, on ne piège pas de la même façon si c'est un campagnol ou si c'est une taupe. Bon, il y en a qui considèrent que ça fait partie des nuisibles. Moi, une taupe dans une pâture, une taupe dans une pelouse, pour moi, c'est pas grave. Alors, les insectes, on peut aussi les piéger. Ils vous vendent des anneaux de glu. Mais le problème des anneaux de glu, comme vous voyez là, les insectes viennent se coller dessus. C'est le principe de la glu. Sauf que là, j'ouvre un magasin pour les oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Ils n'ont plus qu'à venir se percher au-dessus et ils bouffent les insectes. Sauf qu'ils ne mangent pas que les insectes. Ils mangent la glu. Et ils s'étouffent. Et ils meurent. Ils peuvent mourir. Ils peuvent en mourir. Donc ils vous vendent aussi, ça, on en trouve, c'est plus rare, mais moi je crois beaucoup aux consommateurs. C'est-à-dire que quand vous allez à un endroit, vous voulez des anneaux de glu, vous demandez ce type d'anneau de glu. Et s'il y a suffisamment de demandes à terme, eh ben, ils vous trouveront le produit. Donc c'est des anneaux de glu, mais qui sont protégés pour que les insectes puissent venir par en dessous, mais les oiseaux, ils n'ont pas accès aux insectes. Alors il y a les pesticides bio, le tabac, bon même si c'est interdit en agriculture biologique, parce que c'est très toxique, je dis pas ça qu'aux fumeurs, je dis ça aux autres, la nicotine. Le tabac, la nicotine a été utilisée jusqu'après la guerre, quoi. Vous faites une décoction de tabac, il n'y a pas un insecte qui survit. C'est pour ça qu'on l'a interdit en insecticide. Tous les insectes y passaient. La roténone qui était utilisée en bio, jusqu'à il y a une dizaine d'années, 10-15 ans. Sauf que la roténone, son problème, c'est qu'elle agit au niveau de la chaîne respiratoire dans les échanges cellulaires. Et donc nous, on a le même fonctionnement que les animaux, le même fonctionnement que les plantes. C'est-à-dire qu'un agriculteur, pour un particulier, c'est pas, on va dire, c'est pas grave, parce qu'il ne va pas traiter pendant 3 heures, quoi. Mais un professionnel qui traite à la roténone, un verger ou un truc comme ça, déjà c'est pas sélectif non plus, un peu comme le tabac, mais lui il peut s'intoxiquer aussi. Mais ça reste un pesticide d'origine biologique, qui est interdit actuellement en bio, mais pas forcément en conventionnel. Enfin si, je crois qu'en conventionnel c'est aussi interdit. Après le BT, bah, c'est le Bacillus thuringiensis, ça c'est pour s'attaquer aux chenilles. C'est un bacille qui s'attaque aux chenilles des papillons. Alors la pierrite du chou, le carpocaps, etc. Sauf que bon, c'est une molécule aussi, enfin, c'est un organisme qui peut s'adapter, qui peut muter. Donc il y a des risques. Et quand on apprend par la suite que Monsanto produit du BT, Monsanto c'est un commerçant, hein. Il s'en fout du conventionnel, il s'en fout de la bio. Hein. Il y a un produit, il peut faire, il vend. Voilà. Donc si on achète beaucoup de BT, on enrichit également Monsanto. Bayer. Et Bayer. Ah oui, c'est... Ouais. Bayer. Ah oui, c'est Bayer. C'est un européen. C'est Bayer maintenant. Ouais, mais Monsanto. Et puis il y en a un qui est très courant, c'est le savon noir. En fait, c'est lié au... Le savon noir, c'est lié à la nature de l'insecte. C'est que l'insecte, il respire, il a, un peu comme nous, si vous voulez. Il n'a pas de poumon, mais il respire par des pores qu'il a sur la peau. Et le savon noir vient boucher ces pores, et du coup, l'insecte meurt étouffé. Ça, on le trouve partout. Je ne regarde même pas l'heure qu'il est. Ça, on le trouve partout, et ça, c'est utilisable sans problème. Et vous avez différents extraits végétaux, donc ne serait-ce que la menthe, les terpènes de menthe, qui vont permettre d'éliminer certains insectes. Le purin d'ortie peut fermenter, va avoir une action insectifuge. La décoction de rhubarbe aussi. La fougère. Alors là, vous trouvez ça dans ortie. Purin d'ortie et compagnie, aux éditions du Terran, j'ai pas d'action. Mais... Voilà, c'est
c'est les différents extraits végétaux, il y a l'ail, il y a tout un tas de choses comme ça qui vont vous permettre de traiter ce problème-là. Alors, mais vous pouvez agir, voilà, vous pouvez agir aussi au niveau de la fertilisation. Donc là, je retombe sur mon bonhomme qui est en train d'épandre, pour moi c'est un engrais. Si j'épand un engrais azoté, trop d'engrais azoté sur une culture de synthèse ou sous forme naturelle, et sous forme de synthèse, ça va être un ammonitrate, sous forme naturelle, ça peut être un compost riche en azote, ça peut être un fumier de cheval, ça peut être du purin d'ortie, etc. Je vais déséquilibrer le milieu et la plante va absorber beaucoup d'azote. Si elle absorbe beaucoup d'azote, elle pousse très vite et du coup elle est plus sensible aux parasites. Donc j'anticipe en me disant, ben voilà, je veux mettre de l'amendement, ben, je vais pas mettre 100 kg hectares de compost d'un coup. Dans la vidéo, je vous disais que j'avais fertilisé mes tomates, donc mes tomates comme il faisait l'américain, comme faisait l'américain, et que je mets une petite quantité de compost, mais tous les mois. Et du coup, en un mois, donc je mets mon compost, je griffe, le compost est dégradé, ce qui est fertilisant est pompé tout de suite, et après il a un mois pour digérer ça. Mais si je groupe ce que je mets donc sur juin, juillet, août, je pourrais même en septembre sur 4 mois, si je groupe ça sur un mois, je prends le risque majeur de déséquilibrer l'environnement de la plante et qu'il y ait ou des parasites ou des maladies qui s'installent dessus. Alors ça c'est pour la conclusion, c'est que finalement qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants? Une belle pomme bien rouge. Hein, ça c'est le choix de la société actuellement, quoi. On veut offrir un beau produit. Hein, vas-y mon petit, mange, c'est joli. Ou est-ce qu'on veut offrir, non, ça c'est pas chez moi, mais ça pourrait être, voilà. Ou est-ce qu'on veut offrir un environnement diversifié, avec des fruits, des légumes qui ne sont pas calibrés, mais qui ont du goût, qui ont de la valeur nutritive. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, les légumes qui sont produits dans le commerce, pour un chou de 10 kg, on a autant de valeur nutritive qu'un chou d'1 kilo il y a une vingtaine d'années. Enfin, peut-être un peu plus, mais c'est pour donner une échelle, quoi, une image. C'est-à-dire que les légumes, ils sont plus beaux, ils sont plus calibrés, ils sont... Voilà, on en a pour notre argent, en matière sèche. Mais si on regarde le nutriment, on n'en a pas pour notre argent. Donc, les alternatives aux pesticides, ça existe. Tout ça, ça peut s'appliquer dans son jardin. Pour les agriculteurs, il y a des choses qui sont plus complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus grandes surfaces. Mais actuellement, il y a des fermes qui tournent avec des surfaces de moins d'1 hectare. Le plus petit maraîcher de France, il doit avoir 50 arts. Ouais, il est sur 5000 m². Et il gagne sa vie sur 5000 m². Voilà. Mais le travail n'est plus le même. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille 10 fois moins. Hein. On travaille tout autant, mais on n'a pas de machine. Mais à partir du moment où vous avez une grosse machine, il faut planter à l'écartement du tracteur, il faut planter à l'écartement des outils. Et puis j'aurais envie de dire que si vous raisonnez dans le sens inverse, que vous imaginez les outils pour biner, pour désherber sur des plantations qui sont plus denses, vous allez avoir plus de production. Donc si vous avez plus de production, vous allez vendre moins cher vos légumes. Un apiculteur, je dis ça parce qu'il est là, il fait aussi de l'apiculture, un apiculteur qui vend 600 kg de miel, il peut arriver à les vendre, ouais, il peut les vendre voilà, au kilo au particulier. Mais s'il fait 5 tonnes de miel, c'est fini. Donc dès que la production va franchir un certain seuil, le prix va chuter.
Donc après, c'est un choix que vous avez à faire. Vous avez exactement le même choix à faire dans votre jardin. Est-ce que je prends un motoculteur? Est-ce que je ne prends pas de motoculteur? Le motoculteur, c'est bien, sauf que, voilà, comme m'a dit un paysan que je connaissais, puis maintenant je le dis aussi, vous avez un motoculteur, c'est bien, vous l'utilisez, il ne faut pas le jeter, vous l'avez acheté. Il faut le garder, hein, ça peut servir. Mais si vous n'en avez pas, n'en achetez pas. Parce que le motoculteur, il va vous servir à quoi? Éventuellement, au printemps, alors soit casser la couche d'engrais vert, je n'ai pas parlé des engrais verts dans la vidéo, donc la couverture du sol permanent, soit, si, la photo du début avec le maïs et la Véronique de Perse. Du coup, à la binette, je vais biner de chaque côté du rang, et entre les maïs. Et puis quand la Véronique, elle va devenir trop importante ou qu'elle va se mettre à fleurir, ben, je vais passer le motoculteur juste en surface pour casser la plante, qu'elle couvre le terrain et qu'elle s'arrête de pousser. Donc le motoculteur peut avoir son utilité si j'en ai un. Mais les outils manuels sont beaucoup plus efficaces. Et j'en reviens au truc de départ. Avec le point d'appui, finalement, la meilleure solution, c'est l'engrais vert. Parce que maintenant, on a les explications au niveau du sol. Le fait qu'il y ait un engrais vert, c'est les racines qui vont travailler dans le sol, qui vont nourrir les bactéries, qui vont créer le sol. Du coup, le sol ne se compacte pas. J'ai pas de lessivage. Tout ce qui est matière fertilisante dans le sol va être pompé par cette végétation-là. Et on a les moyens techniques actuels pour écraser tout ça et s'en servir de paillage. Les paillages plastiques, ça peut être une solution, comme je l'ai dit, mais j'en reviens à mes betteraves et aux campagnols. Quand vous repiquez des betteraves sur vos paillages plastiques, c'est merveilleux parce que le campagnol il est malin parce qu'il ne détruit pas toutes les racines de la betterave, donc il vient par en dessous, il mange votre betterave, la betterave est encore un peu enracinée, donc vous voyez les feuilles, voilà. Vous voyez les feuilles, vous voyez votre belle betterave. Alors les feuilles, elles vont commencer à baisser. Hein, un feuillage un peu moins dense. Mais toutes les betteraves le font au moment de la récolte. Sauf que quand vous arrivez à la récolte, ben vous avez un joli gobelet, quoi. Voilà. Parce que le campagnol a tout mangé. Et le paillage plastique présente un autre inconvénient, c'est que là, il faudra que je fasse des photos l'automne prochain, c'est que c'est pareil pour les limaces, c'est le gîte et le couvert, quoi. Vous enlevez un paillage plastique, qu'on enlève les paillages plastiques qu'on met en bas, là, à l'automne, les salades qu'on a plantées en fin de saison, vous avez du caviar de limaces. Moi je suis sûr qu'on pourra en faire du caviar. Hein. Vous avez des pompes de limaces, mais partout sous les plastiques, quoi. Elles sont confort, les oiseaux ne peuvent pas les attaquer. Les batraciens, les crapauds, ils ne viennent pas dedans. Les serpents, si peut-être quand il fait chaud, et encore. Le hérisson, il ne va pas venir. Donc les limaces, elles sont confortables là-dessous. Et le canard, c'est mon dada, puisque ils sont chez moi. Le canard, lui, il ne va pas les fouiller sous le plastique. Alors quand vous les feriez fouiller dans la paille il fouille tout, quoi. Il va dessous, puis il enlève tout, quoi. Depuis que j'ai les canards, j'ai arrêté de mettre du café parce que... Et donc ils attaquent les salades quand même, tu dis? Alors quand il n'y a plus assez de limaces, oui. Parce que l'erreur que j'ai faite, voilà, c'est une question d'équilibre. J'ai commencé, j'avais 2 canards. C'était un peu juste pour 400 mètres carrés, moi je trouve. Surtout là où je suis placé. Je suis monté à 7. 7 canards. Là c'est beaucoup. Là c'est beaucoup. Parce que non seulement ils m'ont tout bouffé, mais c'est l'année dernière, je repiquais mon maïs, puis et c'est après que j'ai vu que c'était les canards qui allaient, quoi. Donc, faut pas. C'est pas parce qu'ils touchent pas les salades qu'il faut les laisser en permanence. Ça veut pas dire que quelque part, ça veut pas dire que j'en avais trop. Mais le fait d'en avoir 7 et de les laisser en permanence sur le jardin, ça faisait trop. Alors ça, oui, des canards,
les canards, on peut malgré tout en avoir en agglomération. Alors, l'intérêt du canard de Barbarie, le blanc, c'est qu'il ne fait pas de bruit comme les autres. Le coureur indien, la canne, elle fait coin, 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 coin. Alors, il y a des gens en ville qui n'aiment pas. Ben oui, non, mais ils n'aiment pas, quoi. Je préfère le bruit des moteurs. Donc, si vous prenez que des mâles de Barbarie, le mâle, bon, c'est pareil, hein, le coureur indien, le mâle ne fait pas coin, coin. Il n'y a que les femelles qui font coin, coin. Le mâle de Barbarie, lui, souffle. Donc vous prenez des mâles de Barbarie, vous les mettez. Par contre, voilà, que la salade soit petite ou qu'il y ait des limaces ou pas de limaces, le Barbarie va passer dans les salades. Par contre, parce que j'ai choisi l'option du paresseux, j'ai pris les coureurs indiens, parce que non seulement je les trouve rigolos et beaux, mais j'ai pas à être derrière eux. Mais les Chinois, c'est les Chinois qui ont utilisé ça à grande échelle. Tous les matins dans les rizières, ils lâchaient des milliers de canards, mais qui poussaient avec des perches. Et du coup, les canards poussés au cul, bah, ils s'attaquent qu'aux proies les plus rentables. Donc les grosses proies, les gros parasites des cultures. Et ils le font le matin, parce que le matin, le canard, il a faim. Donc il cherche au plus rapide. Et il est chassé comme ça devant. Bon, maintenant, grâce à Dieu, ils ont la science et puis ils utilisent les antilimaces de synthèse, quoi. Mais c'est con, parce qu'ils avaient la méthode, quoi. Ils avaient la méthode pour ça. Et déjà, je vous ai montré le chien et la... Je vous ai montré le chien et la crotte du chien. Déjà, moi, dans la tête, je ne vais plus ramasser des limaces. Je vais ramasser du magret de canard. Voilà. C'est nettement plus positif comme démarche. Cette image-là, elle m'est venue d'un maraîcher qui disait « Moi, je ne viens pas détruire des mauvaises herbes. » Parce que détruire, c'est une action négative. Alors que si je viens sauver des mauvaises herbes, si je viens aider des mauvaises herbes, si je viens aider des herbes, des plantes cultivées, j'ai une action positive. Donc déjà, le retour, il y a déjà un premier retour positif. C'est que je vais aider quelqu'un à pousser. Donc il y a toute l'approche qui doit être différente. Une autre approche des parasites, une autre approche des herbes. Hein, plus de mauvaises herbes, ça n'existe plus. L'ortie, c'est surtout pas une mauvaise herbe. Mais il y en a de moins en moins, l'ortie. Oui, mais l'ortie, c'est la plante, pour les croyants, c'est la plante du bon Dieu, quoi. L'ortie, c'est une plante alimentaire. C'est une plante textile. Vous en avez dans les poches. Enfin, une cousine de l'ortie, c'est la ramie. La ramie, il y a des fibres de ramie dans les billets de banque. La fibre d'ortie, alors ça c'est moins rigolo, mais à une époque, l'armée américaine avait commandé des tissus en toile d'ortie à la France pour fabriquer les bourres des canons. Parce que c'était le seul tissu qui permettait de résister à la combustion jusqu'à l'explosion. Parce que ça ne s'enflamme pas comme ça. Un t-shirt en ortie, vous pouvez le laisser dans l'eau 1 mois, il ne pourrira pas. Un t-shirt en coton, il sera pourri. Donc c'est une fibre textile. Les graines, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc ça nourrit l'homme au néolithique. L'ortie, c'est très riche en protéines. Engrais vert aussi, peut-être, non ? C'est un engrais vert. C'est un engrais vert, mais faut pas le laisser là où on veut cultiver. Ah ouais. Hein. Voilà, faut pas le laisser là où on veut cultiver. Mais c'est un excellent fourrage pour les canards, pour les dindes. Elles raffolent de l'ortie. Les cochons, désolé pour les musulmans, mais les cochons adorent l'ortie. Voilà. Donc la graine d'ortie stimule la ponte. La graine d'ortie stimule la ponte chez les poules. Tiens, j'ai oublié un truc sur le café. L'intérêt du marc de café, c'est que ça stimule la prise de poids. Il y a peut-être un rapport avec les gens qui boivent beaucoup de café et qui grossissent, s'ils fument. C'est que ça stimule la prise de poids chez les volailles. Donc c'est intéressant des pesticides naturels comme ça. Parce que, voilà, ils ont une multitude d'usages, quoi. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? C'est médicinal aussi. C'est médicinal, c'est bon pour les cheveux. Voilà. Et puis... Le café?
Non, l'ortie. Le café, c'est bon pour se faire des gommages pour le corps. Oui. Pour les reins aussi, c'est bon, je crois, l'ortie. Oui, non mais c'est... C'est Voilà, une plante il faut médicinale. avoir de l'ortie chez soi. Et n'allez pas acheter de la graine, hein, parce qu'on vous vend de la graine d'ortie. Hein. Bon, on vous vend aussi de la graine de pimprenelle, hein, qui pousse au bord des routes. On vous vend de la graine d'origan, alors qu'il y en a plein au bord des routes. Vous voulez cultiver de l'ortie, vous n'avez qu'un truc à faire. Vous prenez votre bêche, un pot de terre, puis vous allez chercher des rhizomes d'ortie, puis c'est bon. Quoi. Quoique l'ortie ne s'implante que là où elle a envie de pousser. Si le terrain ne lui plaît pas. Et l'anecdote, c'est qu'une maison entourée d'orties dans un village, c'est la maison la plus propre du village. Puisque personne ne vient chier autour de la maison. Parce qu'on s'essuie pas avec des feuilles d'ortie. Voilà, mais... Je comprends rien. C'est comme ça, quoi, c'est comme ça. Si vous avez des questions, voilà, j'ai peut-être répondu qu'à une partie de vos attentes, ou je sais pas. Hein. Normalement, il y a la petite page d'après. Qu'est-ce qu'il y a à la petite page d'après? Quoi, il y a encore une page? Toulou. Ah ouais, zut! Ah, elle avait rajouté ça!